C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une date, celle de février 2024. C'est l'échéance présidentielle fixée par Bamako. Le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de transition à 3 jours du sommet de la CEDEAO. Un sommet qui doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier contre les militaires au pouvoir dans le pays. Décryptage dans ce journal. Et ce soir, nous évoquerons également la transition en Guinée, 9 mois après le coup d'État, avec notre invité, l'ancien Premier ministre guinéen, Cabinet Komara. Quel est son regard sur la situation dans son pays, mais aussi dans la région? Entretien à suivre. Journée historique à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Patrice Lumumba a été inhumé plus de 61 ans après sa mort. Une cérémonie émouvante qui s'est tenue symboliquement le jour anniversaire de l'indépendance. Elle marque la fin de 10 jours de commémoration en Belgique et à travers toute la République démocratique du Congo. Nous serons à Kinshasa à la fin de cette édition. Février 2024 pour la présidentielle et octobre 2023 pour les élections législatives. Le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de transition, une annonce qui intervient à 3 jours d'un sommet crucial de la CEDEAO à Accra au Ghana. L'organisation ouest-africaine doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier dernier pour sanctionner le pouvoir malien. Julien Boiteau. Les électeurs maliens savent enfin quand ils pourront retourner aux urnes. Le gouvernement de transition dirigé par la junte militaire depuis août 2020 a annoncé vendredi les dates des prochains scrutins en direct à la télévision publique. Les élections législatives, le premier tour, c'est le dimanche 29 octobre 2023 pour l'élection du président de la République. Le premier tour, c'est le dimanche 4 février 2024. Les versions détaillées des différents chronogrammes seront publiés, vulgarisés et expliqués à l'endroit de notre opinion nationale et de l'opinion internationale. Un calendrier électoral annoncé 3 jours seulement avant un sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'organisation doit se pencher à nouveau sur les sanctions prises contre la junte, sur laquelle elle fait pression pour un retour des civils au pouvoir. Des sanctions qui pèsent très lourd sur une économie malienne déjà éprouvée. En janvier dernier, les chefs d'État de la CEDEAO avaient notamment décidé de fermer leurs frontières avec le Mali et de suspendre toute transaction commerciale dans l'attente d'un calendrier électoral acceptable à leurs yeux. Ces nouvelles dates doivent être soumises à l'approbation des chefs d'État de la CEDEAO lors de leur prochain sommet à Accra au Ghana, le 3 juillet prochain. Et puis sachez, pour être complet, que le Mali est opposé à une enquête de l'ONU sur des violations présumées des droits humains. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé en faveur du prolongement pour 12 mois de sa mission de maintien de la paix au Mali, en place depuis 9 ans. La transition, on en parle aussi beaucoup en Guinée, 9 mois après le coup d'État qui a conduit au départ du président Alpha Condé. Les principaux partis politiques et la société civile sont très inquiets. Pour en parler, l'ancien Premier ministre guinéen, Cabinet Komara, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, je ne peux pas commencer cette interview sans vous faire réagir sur le Mali. Pensez-vous que cette nouvelle échéance fixée par Bamako est raisonnable? Va-t-elle rassurer la CEDEAO qui tient son sommet dans 3 jours? Écoutez, je crois que le cas malien est atypique. C'est un pays qui, il faut le savoir, est dans ce turmoil depuis un certain temps, depuis des élections législatives extrêmement contestées du temps du président Ibeka, auxquelles on n'a pas su réagir à temps, qui ont conduit à beaucoup de contestations, un premier coup d'État et un deuxième. Et les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali ne font pas mal seulement qu'au Mali, mais ça fait mal aussi aux pays de la CEDEAO. Donc il est vraiment temps que les pays membres de la CEDEAO et le Mali regardent cette fois-ci les dernières propositions pour que ce pays puisse sortir de la situation exsangue dans laquelle il est. Un pays difficile, 7000 km de frontières pour les 7 États, 1 400 000 km², 6 fois le Sénégal, mais la moitié des revenus du Sénégal, 3 fois la France, 2 fois la France. Vous voyez que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui doit faire face à de grands problèmes sécuritaires. Il est essentiel que ceci soit pris en compte avec l'ensemble des facteurs que l'on connaît maintenant pour que les sanctions puissent se lever et que le Mali puisse retrouver vraiment un nouvel essor. Et vous avez de l'espoir que cette échéance fixée par Bamako rassure la CEDEAO? Vous pensez que ça
ça pourrait fonctionner? Ce que je sais, c'est que la CEDEAO elle-même est à la recherche d'une solution de sortie de crise. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une certaine mansuétude pour que cette fois-ci vraiment soit le bon départ, parce que les Maliens aussi ont fait beaucoup d'efforts. Alors, la gestion de la transition dans votre pays, la Guinée, est très contestée par les principaux partis politiques et la société civile. Ils menacent d'ailleurs de descendre dans la rue. Partagez-vous leur inquiétude? Que pensez-vous de cette gestion de la transition en tant qu'ancien Premier ministre? Bien, je dois dire, j'ai déjà moi-même eu l'occasion de gérer une première transition en 2009. Donc les transitions ne sont pas faciles. Mais quand vous replacez dans le contexte global en Afrique de l'Ouest, la Guinée vient après maintenant 2 coups d'État. Il y en avait eu 96 sur tout le continent depuis nos indépendances, dont 50 en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment trop. C'est évident qu'il y a un certain émoi, mais les causes des coups d'État sont connues. C'est la mauvaise gouvernance, c'est le fait qu'il y ait eu des élections mal effectuées, qui est le fait que la gestion publique a été extrêmement autocratique. Donc ça aboutit à des coups d'État. Et ceux qui arrivent au pouvoir disent qu'ils doivent faire de la rédemption, qu'ils doivent faire en sorte que le pays soit remis sur les rails. Ceux qui sont dans la lutte politique depuis un certain temps se disent que c'est l'occasion pour eux maintenant d'accélérer les choses pour accéder au pouvoir. Comment concilier ces 2 positions, à savoir ceux qui veulent faire Robin de Bois et ceux qui veulent absolument le pouvoir assez rapidement. Je crois que là, les Guinéens, et je l'ai dit dans une tribune que j'ai publiée il y a quelques jours, il est essentiel que les Guinéens aient raison gardée. La communauté internationale est fatiguée de nous. Elle s'est tellement désespérée de nous. Il faut que nous ayons ce nouveau départ, que ce soit le dernier, pour qu'il n'y ait pas une autre transition. Étant cela, il faut que chacun mette le pays au-dessus de tout. Donc, pour vous, cette gestion, que les principaux partis politiques et la société civile doivent patienter, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai été déjà assez satisfait qu'il y a quelques jours, tout le monde ait répondu à l'appel du Premier ministre. Ensuite, les uns et les autres posent beaucoup de conditions. Mais je rappelle à chacun et à tous que cette phrase d'Ampateba, il y a votre vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité qui est entre nous deux. Donc il faut faire preuve de flexibilité pour arriver à une entente et s'en sortir. Alors vous pensez que pensez-vous du dialogue entamé justement par le Premier ministre de la Transition? Alors je crois que comme vous le savez, c'est rare qu'un dialogue démarre entièrement sur une entente et qu'on continue directement comme si tout est huilé. Il y a des accros, mais je crois que la bonne foi, cette fois-ci, doit pouvoir prévaloir. Il est essentiel, chacun doit avoir l'idée qu'il faut sauver la Guinée. Sauver la Guinée suppose que vous mettez de côté un peu vos égos, que ce soit le pouvoir, que ce soit les partis politiques, la société civile. Je crois, et les populations guinéennes ont vraiment besoin qu'il y ait une certaine accalmie, qu'il n'y ait pas d'émoi, que les invectives sortent et qu'on puisse vraiment s'entendre pour aller aux élections. Alors, vous parlez d'entente. Vous avez également mentionné les raisons qui ont poussé à ce coup d'État, la mauvaise gouvernance, vous avez dit. Vous avez soutenu la prise de pouvoir de ces militaires le 5 septembre dernier. Et selon certaines informations, vous êtes un médiateur entre le pouvoir de Conakry et la CEDEAO. Qu'en est-il aujourd'hui de votre rôle ? Non, je n'ai jamais été un médiateur entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord rappeler à la CEDEAO elle-même qu'elle a failli à un moment donné. Vous savez que le protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO proposait ou indiquait qu'il n'y a pas de changement de gouvernement ou de constitution moins de 6 mois avant les élections. Donc, ça a été botté en touche en Guinée parce que le président Alpha Condé a modifié les choses quelques mois avant. La CEDEAO ne pouvait pas la sanctionner, ne pouvait pas sanctionner la Guinée. Ce que je demande, c'est que la CEDEAO revoie ce protocole pour qu'il soit définitivement indiqué que les changements constitutionnels, que ce soit 6 mois, 2 mois, 9 mois avant, ne sont pas autorisés et que les 2 mandats doivent être de règle partout. Fort heureusement, dans l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO, c'est de règle. Il n'y a que la Gambie, dont la constitution est en préparation, qui n'a pas encore adopté, mais même là, je crois qu'ils vont l'adopter. Les 2 pays que sont la Guinée et le Mali, je ne vois pas leur nouvelle constitution ne pas prévoir ceci. Donc j'appelle la CEDEAO à se remettre en cause pour que les pays et les populations ne soient pas étonnés que des sanctions tombent pendant qu'au moment où les sanctions devaient être prises contre les gouvernements indélicats, les sanctions n'ont pas été prises. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez déjà mené une transition en 2009, si je me souviens bien. Certains acteurs politiques guinéens pensent que vous êtes le candidat des militaires après la transition. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle en Guinée? Alors, ça me fait toujours sourire parce que moi, je me suis toujours inscrit dans le sens d'aider mon pays, sans aucun calcul. Quand je suis arrivé pour faire la transition en 2009,
c'est très important. Je n'avais ni budget ni salaire. J'ai même vendu une de mes propriétés pour faire fonctionner la primature. Et à la fin de la transition, j'ai demandé à être audité. Et j'ai dit que je pourrais retourner encore dans ma banque pour continuer mes fonctions, mais je craignais que les gens nous aient enfui pour ne pas être rattrapés. J'ai dit, je démissionne de tout, je n'ai besoin de rien et je vais comme audite. Je suis dans la même posture aujourd'hui. Je n'accepterai jamais que je vois mon pays aller en lambeaux sans intervenir. Aussi bien au niveau des partis politiques, de l'opposition, du gouvernement, de la société civile, et tout le monde le connaît. Je n'entends rien en contrepartie. Est-ce que vous comptez quand même être candidat? Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez? Je ne l'envisage pas. Est-ce que vous avez un rôle à jouer dans votre pays? Est-ce que ce rôle, c'est candidat à l'élection présidentielle? Alors, chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait sourire. Parce que je ne boite pas en touche, mais je me dis qu'on peut servir son pays sans être président de la République. Eh bien, la réponse est donnée. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien Premier ministre de Guinée, Cabinet Komara. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La coopération d'Addis Abeba saluée par les Nations Unies. Les enquêteurs de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Éthiopie ont été autorisés à se rendre pour y négocier un accès plus large au pays. La commission d'enquête a été mise en place en décembre dernier pour une période d'1 an renouvelable. Camille Nedelec vous en dit plus. L'inquiétude à l'ONU règne face à la possibilité de massacre des civils en Éthiopie. Jeudi, l'ONU a annoncé qu'elle pourrait envoyer une équipe d'enquêteurs à Addis Abeba d'ici quelques semaines. Une fois sur place, ils espèrent pouvoir négocier un accès plus large au reste du pays. Nous sommes extrêmement alarmés par les atrocités en cours contre les civils, notamment les événements rapportés dans la région d'Oromia. Toute propagation de la violence contre les civils, alimentée par les discours de haine ou d'incitation à la violence fondée sur l'ethnie ou le sexe, est un indicateur d'alerte précoce et un précurseur de nouveaux crimes atroces. La Commission voudrait enquêter sur les violations commises par toutes les parties depuis que la guerre a éclaté en novembre 2020, avec les séparatistes militants du Front de libération du peuple de Tigré d'un côté et le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed de l'autre. Une trêve humanitaire est en place depuis mars dernier, mais la situation semble se dégrader malgré cela. Le 18 juin, des forces armées ont attaqué des villages dans la région de Tolé. L'attaque a duré plusieurs heures et des centaines de personnes ont été massacrées. Des mitrailleuses et des machettes ont été utilisées pour tuer des civils. D'abord, les militants ont commencé à leur tirer dessus, puis ils ont utilisé des machettes pour achever ceux qui ont été blessés, mais pas tués, sous les coups de feu. Les témoins accusent l'armée de libération Oromo. Cette dernière nie avoir été l'auteur du massacre et accuse à leur tour des forces pro-gouvernementales. Les milices réclament une enquête indépendante. Plus de 61 ans après sa mort, Patrice Lumumba a été inhumé ce jeudi 30 juin à Kinshasa, jour de l'anniversaire de l'indépendance. Dans le cercueil, une dent de l'ancien Premier ministre congolais, remise par la Belgique à ses descendants le 20 juin dernier. Il s'agit de l'unique reste du héros national violemment assassiné. Notre correspondant Clément Bonnereau était sur place. Nous sommes sur la place de l'échangeur de Limete, en plein cœur de Kinshasa. C'est ici, dans ce petit mausolée que vous voyez derrière moi, qu'a été inhumé ce jeudi Patrice Emery Lumumba, le premier Premier ministre congolais. La cérémonie a eu lieu en petit comité, en présence de 2 chefs d'État, le président Félix Tshisekedi et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Étaient également présents plusieurs enfants de Patrice Lumumba, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants qui ont suivi tout le parcours du cercueil depuis la Belgique et à travers le Congo. Dans notre culture, la culture bantoue, il est très important que le corps puisse être mis en terre selon les coutumes qui nous sont propres. Donc il y a toute une spiritualité autour de cette question-là. Et je pense que le peuple l'attendait. On a pu voir que le peuple nous attendait, nous a accueillis, a fait fi des disparités tribales, a fait fi des appartenances politiques pour se réunir. Et donc on voit que Patrice Emery Lumumba est plus que tout, plus que jamais, une figure de rassemblement. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé pour la première fois depuis la restitution de la dépouille de Patrice Lumumba par la Belgique. Il a salué un moment historique pour le pays et a également déclaré que Lumumba restait une inspiration pour les combats futurs. Un avis partagé par les Congolais. Pour nous, c'est une grande joie et on est là, on célèbre ça. Et ça va marquer aussi l'histoire, même de nos petits-enfants, même nous aussi, on ne savait même pas, on ne l'a jamais vu, mais c'est grâce à ça qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que Lumumba est rentré dans la terre de ses ancêtres,
il y a lieu qu'on puisse concrétiser ses rêves. Parce qu'il était en train de prôner d'abord l'unité nationale, parce que sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Plus de 61 ans après sa mort, le héros de l'indépendance repose donc enfin sur la terre de ses ancêtres. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent autour de son assassinat. La Belgique a reconnu sa responsabilité morale au début des années 2000, mais jusqu'à ce jour, aucune condamnation n'a jamais été prononcée par la justice. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire et puis surtout merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.